Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé Show, un week-end flandrien qui se termine et donc on fait une transition tout doucement vers les classiques ardennaises. On regarde ça ensemble. Au sommaire cette semaine, on va faire un peu le débrief de la course du week-end de Paris-Roubaix, du Pays Basque et d'autres actualités. On fera nos top, nos flops comme d'habitude, puis on partira sur un débat sur la rapidité des courses. Chaque semaine, on bat des records de Milan-San Remo, du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. On va se demander pourquoi et est-ce que ça va continuer. Et puis on partira sur la préface des classiques ardennaises, en commençant peut-être par l'Amstel et puis la Flèche Wallonne. C'est parti. Alors les gars, cette semaine-ci, il y a eu Paris-Roubaix, une course encore une fois gagnée par Mathieu Van Der Poel. Qu'en avez-vous pensé? C'était peut-être moi j'ai trouvé ça quand même moins passionnant que le Tour des Flandres la semaine d'avant. La course était un peu tuée vraiment tôt. Maintenant, c'est sûr on a cru à un certain moment de la course que les coureurs pouvaient un peu jouer avec Van Der Poel à certains moments, mais Alpecin a bien géré la chose et ils étaient vraiment très très forts. Ouais, je pense que je l'avais dit lors de Milan-San Remo, mais cette fois-ci, c'était pas Van Der Poel ou Philipsen, c'était toute l'équipe Alpecin qui a montré qu'elle était forte. Sinon, ben ouais, Paris-Roubaix, c'est quand même une course spéciale. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est ma préférée. On a quand même vu pas mal de coureurs tenter des trucs, évidemment beaucoup de crevaisons, évidemment des chutes, malheureusement, comme Loren Trex qui a chuté à deux reprises et qui a dû abandonner. On a quand même pas mal d'espoir en lui. Et puis c'est vrai, un Mats Pedersen qui donnait quand même l'impression d'être assez fort, mais finalement pour aller titiller Van Der Poel, il y a eu personne qui est parti à près de 60 km de l'arrivée, quoi. Ouais, donc pour remettre un peu le cadre de la course, hein, comme on fait à chaque fois, une échappée impressionnante avec des coureurs comme Rasmus Stiller, Kasper Asgreen, vainqueur du Tour de Flandre il y a quelques années, entre autres, hein, il y avait quand même pas mal d'autres, Liam Slock aussi Qui qui était était très en là, forme en tout cas. Maleki qui était là aussi, enfin voilà, c'était quand même une très très belle échappée. Et puis cette échappée, bah, elle n'a jamais vraiment eu du champ, elle n'a eu qu'à un moment donné peut-être 2 minutes, grand maximum et puis bah, contrôlé par l'équipe Alpecin, mais aussi l'équipe Trek qui croyait aux chances de Jonathan Milan, de Pedersen et autres. Grosse chute qui a fait que l'échappée a un peu pris un peu plus de champ. Malheureusement, beaucoup de blessés. Et puis, lorsqu'on est rentré dans les premiers secteurs pavés, Alpecin a pris ça sérieusement et se sont retrouvés très très vite dans un petit groupe contrôlé par 4, 5 coureurs d'Alpecin avec les fameux leaders comme qui sont bah, tout simplement Gianni Vermeersch, on en parlera dans quelques instants, Philipsen et Mathieu Van Der Poel, accompagné de Riesbeek, qui a fait aussi encore un travail plus qu'exceptionnel. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette course, c'est quand même que Trek a appris de ses erreurs, j'ai envie de dire, de la semaine avant. Et ils ont quand même fait une course pour essayer de gagner la course, j'ai envie de dire. Enfin, la tactique était quand même d'essayer d'arriver en homme contre homme avec Van Der Poel. C'est vrai que c'est difficile avec Paris-Roubaix quand l'échappée, on voit qu'elle prend pas d'avance de trouver des solutions. Ils n'ont pas été à tout prix chercher de faire des stratégies un peu comme au Tour des Flandres, qui était un peu moins mon petit bémol, j'ai envie de dire, de leur course la semaine avant. Donc moi, ça, j'ai bien aimé. Et on a vu aussi une FDJ qui était plutôt là à l'avant. Et on a vu qu'une qui est partie avec Vermeersch et Solide. Polit, ouais, qui pouvait, pour moi, c'était le moment où ça pouvait certainement basculer pour l'équipe Alpecin. C'est là qu'ils ont très bien géré parce qu'ils ont laissé Trek travailler. Est-ce que Trek devait travailler là? Voilà, c'est la question aussi. Mais personnellement, j'ai bien aimé leur course et ça, le résultat le reflète quand même plutôt bien. Ouais, et puis dans cette partie-là de la course, on a vu quand même un point d'interrogation chez Mathieu Van Der Poel et chez Philipsen, parce que Vermeersch avec Kung et Polit, bon, on se pose la question, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va continuer? Ça peut aller au bout? Est-ce que Johnny Vermeersch pouvait gagner, pardon? Après, on le découvrira qu'avec les jambes qu'il avait, pourquoi pas. Mais alors, une fois que ce groupe a été repris, Mathieu Van Der Poel est sorti et la course a très vite été finie alors à ce moment-là.
l'écart a été grand tout de suite. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, Ce qui était aussi super impressionnant, c'est que il creusait sur le pavé, il creusait sur le plat, et en fait, il n'a pas arrêté de creuser une seule fois des 60 derniers kilomètres, et avec une facilité quand même relativement impressionnante avec les pavés. Il y a beaucoup d'images qui ont circulé sur les réseaux avec les mains des coureurs. On a vu les mains de Van Der Poel qui étaient, je vais pas dire intactes, Intact. mais quasi, comparées aux autres. Et pour faire une petite parenthèse là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est simplement parce que il est tellement rapide sur le pavé et que c'est tellement fluide avec le guidon, il arrive à avoir, Bah, il vole littéralement sur le pavé. ouais, Je je suis pense que d'accord avec c'est toi. pas, moi, c'est j'ai pas. ma petite idée, c'est aussi les pneumatiques, la pression. J'ai l'impression il met beaucoup moins que les autres parce qu'il est fort, il peut le faire sur la route. Et donc, sur les pavés, c'est beaucoup moins, ça rebondit beaucoup moins et aussi, ça fait au moins de crevaisons, moins de problèmes techniques, j'ai envie de dire. Ben, Le pneu est plus plat, quoi, plus je vais lâche. pas dire de fausses infos, mais je pense qu'il avait mis un peu plus de 3 kilos, de 3 barres dans ses pneus, ce qui est quand même Très peu. ultra léger. Bon, c'est vrai que ces dernières Et, années, avec du tubeless, etc., on met moins qu'avec des boyaux à surtout avec l'époque une où on mettait, épaisseur. Ouais. oui, c'est sûr. Maintenant, on est presque, j'exagère, mais sur allez, des pressions de cyclocross, hein. Ouais, Bon, Ouais, j'exagère un peu, mais. après ici, ce qui est étonnant, souvent quand on met des pressions comme ça sur des pavés, bon, on a une forte chance de faire enfin, de claquer ou autre. Et lui, bah, mais apparemment, pas. il Bah, est après, maître de son vélo. anti-bless, pas. Donc, ça devrait peut-être être Bah, la chance. pincé en tubeless, non. Maintenant, c'est vrai que quand on tape dans un pavé, il y a quand même une jante en dessous qui est en carbone. Bon, c'est vrai qu'on fait des matériels incroyables, mais bon, il y a quand même plusieurs fois sur l'année, et pas que sur Roubaix, qu'on voit des coureurs casser Ouais. des jantes et des vélos. Donc, Ouais. et voilà, la Mais preuve, il n'y a pas beaucoup d'Alpecin qui ont crevé. Donc, je pense que c'était la bonne solution. Ouais. Et qu'à ce niveau-là, ben, Et il ils étaient était parfaits. vraiment fort parce que on a vu les bordures, etc. Si tu as vraiment si peu de kilos d'air dans ton pneu, quand tu dois rouler sur le plat face au vent, etc., c'est quand même, ou même vent de deux, tu perds quand même de l'adhérence sur la route, quoi. Ouais, Enfin, tout à fait. moi, je trouve ça fou. Mais une fois qu'il s'est retrouvé seul devant, ça a joué le jeu bah, Jasper Philipsen, qui restait dans les roues très longtemps sans devoir rouler, et de Gianni Vermeersch, qui derrière ne devait pas rouler non plus, qui finalement est ressorti en contre. Et donc, bah, au final, Mathieu Van Der Poel gagne, Philipsen fait deuxième, Mats Pedersen troisième, Nils Politt hein, qui fait 4 si je me trompe pas, Ouais. et puis Kung et Lorenz Pitti. Bon, là, Alors, on a cité plus ou Vermeersch, moins Vermeersch, pardon. ouais, ouais. et Vermeersch, On a cité plus ou moins tous les acteurs de la course, mais j'aurais quand même bien noté, on en parlera un peu après, mais Visma, les frères Van Dijk qui sauvent quand même un petit peu les meubles, qui arrivent là, je vais pas dire en surprise, on sait qu'ils sont très forts, mais si on m'avait dit l'année passée sur les Ouais. classiques, ceux qui joueront les premiers rôles, en tout cas chez Visma, ce serait les frères Van Dijk, j'aurais dit, j'aurais pas vraiment cru. Et, bon, malheureusement, Mick Van Dijk a eu un déclassement parce qu'il a pris un petit peu l'intérieur de la piste, il a dépassé la zone bleue, mérité par contre. Ça. mais le déclassement est totalement mérité et c'est une erreur maintenant. 270 km, peut-être. En Il est fait, peut-être descendu avec un peu trop de vitesse, plus trop lucide et mais moi, ce que j'aime pas l'excitation de dans peut-être faire ces un top 10 sur un déclassements, monument, je sais pas, maintenant, mérité, bien ce sûr. que j'aime pas dans ces déclassements, que c'était pareil un peu avec Matthews au Tour des Flandres, c'est que ben, le résultat, j'ai l'impression que il était quand même là, même s'il faisait pas l'erreur, etc. Et ça pénalise toute la course que de la personne qui était quand Ouais, même là, bonne, etc. Maintenant, je suis d'accord avec toi que C'est ça pas un peu méritait. mordu, il a quand même été pendant Ouais, longtemps. voilà, c'est ça. Pendant un pour deux mètre. raisons, parce qu'il le fait sur le plat et puis après il le refait encore dans le virage. Et puis deuxième chose aussi, c'est que au moment où il le fait, bah, la piste est complètement bloquée et donc il n'aurait pas su passer, donc ça change le résultat. Parce qu'il prend un chemin qui n'existe soi-disant pas. Si on fait de la piste, Ouais. ben, voilà, c'est pas possible. Ouais. Puis après, ce groupe-là, ben, Pity qui sans cette chute aurait peut-être encore fait une meilleure place. Vraiment, c'est la surprise de la saison. Nils Politt qui finalement troisième Tour de Flandre, quatrième de Paris-Roubaix, aussi deuxième du Volk. Il a fait une Une saison des saison. classiques plus que réussie. Mais il y a aussi, bah moi c'était mon favori au départ, Meus, qui gagne le sprint Ouais. du peloton, j'ai envie de dire, parce qu'il reste pas grand monde, mais c'est le groupe juste derrière Pitty, Kung et Vermeer. Bah personnellement, moi ça me fait plaisir de le voir quand même gagner ce sprint-là. Il m'a semblé fort, mais il y a aussi un coureur qui m'a semblé très fort, mais qu'on n'a quasi pas vu de l'année, parce que c'est sa course, c'est John Degenkolb. Il Ouais. était vraiment monstrueux. C'est vrai qu'on voit qu'il était quand même un peu en dessous des, on va dire, 4-5 premiers.
Mais sinon, il était au-dessus des autres pour moi. Ouais, il a déjà gagné. Chaque année, il est là. Chaque Il a année, déjà il est gagné. L'année présent. passée, il paraissait monstrueux, malheureusement. Il tombe dans le carrefour de l'arbre Ça reste avec là, la je petite pense, poussette. pour tout le monde. Mais ouais, c'est vrai qu'ils étaient forts. Et bon, tant mieux pour l'Allemagne, qui a quand même Polit et Degenkolb. Ça faisait peut-être quelques années qu'on n'avait plus trop d'Allemands au plus haut niveau dans les classiques. Ça fait quand même plaisir. Et c'est vrai que Polit, je pense que c'est quand même sa course. Et que s'il a sa carte chez UAE, faudra comme se méfier, même si avec des ors, ce sera compliqué. Mais Pour sur les une course prochaines où on peut années. anticiper, voilà, ça peut être super intéressant. En tout cas, on a vécu une belle course, peu de suspense, dommage, mais malgré tout, ça reste une super course. Alors Noah, tu étais sur place. Raconte-nous un petit peu cette atmosphère qu'il y a au niveau des supporters. Tu as vu aussi la course féminine. Quelles sont les différences et enfin voilà, raconte-moi un peu tout ça. Ouais, donc on a été sur place sur le samedi, c'était la course des femmes. J'ai eu l'occasion d'aller au départ, puis de recouper, aller voir un secteur et puis un deuxième. Ce qui est assez intéressant aussi les femmes, c'est que il y a un peu moins de gens au départ, donc c'est beaucoup plus accessible pour faire des photos pour le départ et c'est très agréable parce que maintenant, vu que le cyclisme féminin se développe énormément, on voit que quasi toutes les équipes World Tour ont une équipe féminine et donc c'est assez intéressant d'aller voir là-bas et au niveau du matériel, au niveau des bus, au niveau de tout, c'est exactement comme chez les pros et je pense que ça a bien évolué. Et sinon, ben, c'est vrai que pour parler un peu sportif 2 secondes, Lotto Kopecky paraissait très impressionnant, même dans les premiers secteurs que j'ai été voir. Très sereine, même au départ, beaucoup de photos. Et c'est là que tu te rends compte, même du côté homme, même encore plus, mais que les coureurs sont énormément sollicités. Et quand on voit les gros objectifs, on se rend pas compte peut-être des heures d'interview avant. Voilà, quand il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas trop qui va vite signer au podium, puis à l'interview qui revient rapidement. Mais quand tu appelles Mathieu Van Der Poel, ben, tu pars et tu es parti pour 1 heure et avant le départ, on te lâche presque plus. Donc, bref, pour revenir un peu sur la course, ben ouais, c'est vrai que ben, Roubaix, c'est vraiment comme le Tour des Flandres, mais une atmosphère incroyable. J'ai eu l'occasion de voir la course homme dans le carrefour de l'Arbre, qui est quand même pour moi le secteur mythique. C'est vrai qu'il y a la tranchée d'Arambert, etc. Mais un des secteurs mythiques. Et voilà, c'est vraiment la fête du vélo, toutes les nationalités ensemble pour voir les coureurs finalement passer que des guerriers passer pendant quelques secondes et ça donne un peu les frissons de voir passer à plus de 50 à l'heure comme ça sur le pavé. Ce qui était bien aussi, c'est que la course junior et la course espoir passent le même jour que les pros et seulement 2 heures et 3 heures avant. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens sur le bord des routes et je trouve ça vraiment bien pour les plus jeunes de pouvoir vivre la même finale avec quasi le même public et le même jour que les pros. Et sinon, bah ouais, un spectacle grandiose et la grande fête. Et chez les espoirs, il y a un coureur qui t'a impressionné? Ben, j'étais content de voir Robin Orins, avec qui j'ai couru à l'avant, qui fait troisième de chez Lotto. Donc, C'est pas deuxième qui fait, je je pense. pensais que c'était deuxième. Ouais, moi je pense 3, mais bon, soit c'est sur le Ouais, podium, mais il fait voilà, second. quand j'ai vu passer, puis sinon chez les juniors, c'est vrai que le champion du monde, Philipsen, avait l'air aussi un petit peu de se promener. Il est pas passé en tête, mais il est passé, je pense, 4 5e à quelques secondes d'un gars qui est tout seul à l'avant. Et non, quand on connaît un peu le vélo, c'est chouette de les voir. Et puis, c'est quand même une des seules courses où 45 minutes après le premier, les délais sont finis. T'as encore des gars qui sont là en train de se battre, en train d'essayer de contourner tout le public qui marche sur la route et tout, et qui se font encore encourager parce que c'est tellement incroyable de finir cette course. Donc, non, une expérience magnifique et je le referai. Ah bah magnifique alors. Bon, en parlant des espoirs, peut-être, on peut parler que Tim Teutenberg a gagné donc chez les espoirs. Est-ce que, parce qu'il fait un début de saison plus qu'exceptionnel pour un coureur espoir, est-ce qu'on pourrait pas l'avoir dans les prochaines années dans ces groupes-là, justement, avec Mats Pedersen et Jesper Stuyven comme troisième tête de ce trident chez Trek? Ah ben, c'est sûr, et puis il est déjà dans l'école Trek, donc je pense que peut-être même déjà cette saison, faire des courses avec les pros. On se voit que ça se fait de plus en plus et que souvent les coureurs passent de plus en plus pro mi-saison, j'ai envie de dire, ou en tout cas ils roulent avec l'équipe pro quand ils sont dans l'équipe développement. Donc ouais, je pense que il est extrêmement fort et il est assez complet aussi si je me trompe pas. Il a comme une belle petite boîte de vitesse et il Il va roule très bien. vite, hein, ouais. Donc ouais non non, c'est sûr qu'on pourrait le revoir. J'espère le plus vite, peut-être dès l'année prochaine. Chez Trek de la qualité il y en a donc
Ouais. Donc voilà. J'allais dire, chez Trek, il sera pas en tant que troisième tête, je pense, directement. Mais en tout cas, il aura sa place dans le sens où il pourra peut-être faire des courses au début en tant qu'équipier, un peu comme Hagenes l'a fait avec Visma cette saison, où il monte peut-être de plus en plus dans l'équipe, ou les Van Dijk hein, en soi, et prendre sa place, quoi. Faire un peu un Nice de sa première Ouais. saison chez Trek, quoi. Parce que c'est vrai que Nice n'a pas encore commencé sa saison, commence seulement maintenant. Mais j'ai vu qu'il était en stage et j'aurais Oui, j'ai il comme commence au Tour de le voir, Romandie. de le revoir au retour à la compétition. Encore une fois, un point positif de l'équipe développement de l'équipe Trek et Lidl Trek, pardon. Mais oui, Tim Tultenberg a déjà roulé le début de saison et il était déjà le leader de l'équipe au Challenge de Majorque, ce qui est quand même plus que rassurant puisqu'il a performé. Et je pense, si j'ai bien vu, depuis le début de la saison, malgré le nombre de jours de course qu'il a, il n'a fait qu'une seule fois hors des 10 premiers depuis le début de la saison. Ça prouve quand même le Qu'il est niveau fort. du petit bonhomme. Il a gagné l'Olympia Tour. L'Olympia Tour, c'est une course qui n'a pas l'air comme ça, c'est tout plat. Mais chaque année, à l'arrivée, il reste peut-être une cinquantaine de coureurs tellement ça a borduré Borduré, sur ouais. 5 jours et les conditions météo. Et donc le mec, il a en tout cas plus que performé. Ben ça, c'était la fête du cyclisme sur ces derniers jours. On a eu une course par étapes qui est un peu plus triste, on va dire, et où on a perdu pas mal de coureurs. Alors autour du Pays Basque, remporté ici par Juan Ayuso. On a avant tout, avant de parler des résultats et des beaux moments que Juan Ayuso nous a procuré, grosse nouvelle, triste nouvelle. Et je me souviens, Noah, tu voyais ça en direct et tu nous as tout de suite appelé. Ouais, ouais, c'est sûr. C'était un moment, moi je me suis dit, c'est pas possible dans cette chute-là. Il va y avoir quelque chose de grave. Il y a une grosse chute dans une descente avec un peu un virage. Bon, on va pas parler de l'aspect technique de la chute, mais je veux dire, il y a quand même de la grosse casse. On a Vingegaard qui a des côtes cassées, Un pneumothorax, une si je me trompe pas. pneumothorax aussi Ouais, et une clavicule, je pense aussi. Voilà, on a aussi Remco, donc qui sera donc absent Pour le sur reste les Liège. Ardennaises. Roglic qui avait déjà chuté lors du chrono, pas lors du chrono, lors du deuxième jour avec son maillot de leader, qui est retombé, heureusement pour lui, pas de casse, mais beaucoup de peau, de plaies. Il y a Moi, une j'ai belle vu sur image sur les ça. images, j'ai vu sur sa fesse droite, son cuissard tout ouvert, et ça avait l'air profond comme plaie. Et visiblement, il est toujours annoncé, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais sur Liège-Bastogne-Liège, ce qui m'étonne un peu, mais tant mieux. Mais c'est vrai que beaucoup de coureurs amochés. Jay Vine aussi, qui a, je pense, saison terminée, si je me trompe pas. ouais, Et je pense qu'on Euh, peut mentionner Kras parce ouais, j'allais que dire, ouais. franchement, c'est Il a peut-être pas de pas un chance. Ouais. aussi grand leader que ceux que tu viens de citer, mhm. mais il a déjà pas de chance dans ses saisons dernières. Et ici, là, c'est même au niveau de sa vie qu'il a pas, enfin, qu'il faut s'inquiéter parce que là, c'est très grave. Et quand on le voyait, on avait même eu peur qu'on se retrouve avec un Madère comme l'année passée, quoi. Ouais, Ouais. tout à fait. C'était J'ai surtout que déjà un jour plus tôt, Lennart Kämna était déjà tombé et on parlait déjà de problèmes aussi pour sa santé, vraiment pour le futur. Bonne nouvelle, ça ça va. c'est rassurant. Mais ce Tour du Pays Basque a marqué énormément, puisqu'encore Landa est tombé Ouais. aussi un autre jour. Puis Gil Gelders aussi. Enfin, c'est vraiment été un très gros. Allez, on a raflé une grosse Mhm. partie des favoris pour Ouais. beaucoup de courses de la saison. Et Et, malheureusement, ce sera bien et triste. je Ouais. ne sais pas si vous avez entendu, information non vérifiée, mais moi j'ai entendu dire, je sais pas du tout si c'est vrai, que Vingegaard ou l'équipe Jumbo avait déjà reconnu cette descente-là et avait prévenu l'UCI comme quoi c'était dangereux et avait fait une réclamation pour modification de parcours ou autre. Ben, Modification auquel il n'y a pas eu suite, donc je n'ai pas vu bah, plus tu d'articles voulais pas là-dessus. parler de l'aspect technique, mais on peut quand même dire, en gros, il y a eu des bosses sur la route Oui, c'est des Mhm. qui étaient racines prévues, apparemment. Ouais. enfin, c'était à cause des racines, comme tu le dis, et que du coup, ça faisait un peu toboggan sur la descente, et une vitesse pareille. Déjà, dans l'échappée, il y a eu un coureur qui avait fait un tout droit, et au final, il a eu un peu de chance, lui, il est passé, et derrière, bah, le peloton, ça a fait un gros jeu de quilles, donc c'est un peu les organisateurs, mais surtout aussi ne pas protéger un bas-côté en béton comme ça. À très peu de chance, il y avait un mort, quoi. Enfin, c'est très dangereux à cette vitesse-là, ce qu'il a Oui, Ouais. et puis il devait sûrement en avoir, mais
avoir normalement des signaleurs motards qui s'arrêtent en amont, qui de base préviennent, mais qui là font des gestes pour vraiment prévenir que c'est dangereux. On a les oreillettes, on a beaucoup d'outils qui peuvent permettre, même si je sais bien que ça va de plus en plus vite, qu'il faut être placé et que c'est difficile de dire que le coureur freine alors qu'il y a tout le monde qui remonte. Mais je pense qu'avec tous les outils qu'on a, ça doit plus vraiment arriver parce que Ouais. ça peut être terrible, on l'a vu. Et puis après, on parle des oreillettes, mais le rôle premier pour moi d'une oreillette, c'est la sécurité. Alors la tactique, c'est une bonne chose. Je pense que c'est super important. Mais quand on voit que plus tôt dans la course, bah, le coureur de l'échappée au même endroit a failli tomber, je pense que là, il devrait y avoir un signalement de la commission, enfin, du commissaire de course, du directeur de course, ou je sais pas, il doit y avoir un moyen, je pense, de trouver un système. Et aussi, ce que j'aimerais bien signaler, c'est que c'est pas une chute qui a été au niveau de la moitié du peloton ou à la fin du peloton. C'est vraiment le deuxième, c'est Tesfacion, je pense, de chez Trek, qui tombe en premier. Remco, qui était troisième du peloton, qui a eu de la chance parce il arrive à sauter le caniveau, mais bon. Qui nous fait du Silk Crossman et qui fait là, un peu démentir. Il fait un peu démentir en même temps ceux qui Ouais. disent qu'il ne s'est pas frotté Ouais. et avoir du pilotage. Enfin mais, voilà, triste nouvelle, surtout que Remco était déjà tombé avant sur le chrono. Roglic s'était trompé lors du chrono. Et Il y a eu tombé beaucoup de déjà, soucis sur ce Ouais. tour-là. Mais si on revient sur l'aspect sportif, Voilà, ouais. je pense qu'on a eu un très bon Ayuso Ouais. et un très bon, surtout qui nous rassure un peu enfin, un Rodriguez qui ne marchait Qui pas gagne, tellement la depuis le début de dernière saison et là il va gagner de belle manière, quoi. Ouais, le jour de l'étape, je pense qu'Ayuso était le plus fort de ce jour-là. Il est bien revenu avec Ayuso, ils ont collaboré. Je pense que l'un gagnait le général, l'autre l'étape, ça Arrangeait tout le arrangeait tout le monde. Et surtout, Skelmos qui perd le tour, puisque avant le dernier jour, il était premier au général. Voilà, grosse, allez, sur l'accélération d'Ayuso, il a complètement craqué, perdre 45 secondes. Mais je pense que par rapport à Ayuso, c'était normal puisqu'ils étaient qu'à quelques secondes. Par rapport à Rodriguez, c'est un peu triste, mais on en parlera dans Il quelques finit instants. avec Soler derrière et Only, je pense, et il fait deuxième du Ouais, sprint. Only qui était dans l'échappée, qui avait anticipé. En tout cas, beau début de saison aussi de sa part. C'est peut-être un des seuls coureurs chez DSM qui surperforme. qui marche. Ouais. Ouais, On sinon- peut passer peut-être au Tour de Loir-et-Cher où là on attendait une victoire de Cofidis et encore une fois c'est pas le cas. Alors Marijn Vandenberg a gagné 2 étapes, le général. Kostju qui avait fait un super Paris-Nice a gagné une étape et a porté le maillot jaune. Et puis je me souviens plus trop de qui a gagné la dernière des étapes, enfin l'avant-dernière étape. Mais dans tous les cas, course maîtrisée par l'équipe EF. Belle course. À noter quand même quelques belles performances au niveau de Bingo Wallonie-Bruxelles, avec par exemple un Loïc Vliegen qui revient petit à petit au niveau et qui sera à mon avis là pour l'Amstel et peut-être pour l'Amstel je sais pas mais pour les Ardennaises. Donc ça c'est un point positif. Autre nouvelle peut-être qu'on Ça, on pourrait l'attend. parler, c'est Lenny Martinez qui est annoncé chez Bahreïn Victorious pour des montants astronomiques. Ouais, grosse rumeur, qui est presque plus qu'une rumeur, mais évidemment, avant le 1er août, on peut rien annoncer, mais ça paraît quand même assez crédible. Et ouais, Bahreïn, le Français qui partirait peut-être chez Bahreïn, alors que je trouvais que moi, enfin, maintenant, c'est vrai qu'il y a les montants, il y a les contrats, on ne sait pas savoir. J'aurais peut-être vu encore peut-être 1 an ou 2 chez Madio à la FDJ. Je trouve qu'avec les jeunes, avec Grégoire, avec tout le monde, c'est vrai que pourrait pas mal. Maintenant, voilà, il doit faire sa carrière, il est encore très jeune. Et s'il il a l'occasion d'aller d'être leader dans une équipe comme Bahreïn, qui a beaucoup de très bons coureurs, mais qui a peut-être aussi besoin d'un jeune, qui a beaucoup de bons coureurs, mais des plus vieux, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime bien le choix d'équipe en tout cas parce que moi, j'adore leur sens tactique et la façon dont ils arrivent à toujours trouver les moyens de se battre pour la gagne, même sur des courses où ils sont pas du tout favoris, que ce soit sur les courses d'un jour ou les courses par étape. Donc, personnellement, je trouve ça un bon choix. Maintenant, tu as raison, je le voyais bien rester encore 1 an parce que honnêtement, je pense qu'il peut encore confirmer le montant qu'il va avoir sur Bahreïn. Parce que c'est vrai qu'il fait une très bonne saison, mais on a vu un Gaudu aussi faire de très bonnes saisons et qui pour l'instant il performe Bon, pas. maintenant, là, il est jeune et Ouais, honnêtement, c'est vrai que les résultats qu'il fait, depuis qu'il est passé
pro, au même titre que Romain Grégoire aussi. Ils confirment tous les deux qu'ils sont très 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 forts. Et je pense que, enfin, je vais pas dire que c'est même plus que confirmé, mais que ce sont quand même des valeurs sûres pour le futur. Ouais. Après, voilà, ils seront jeunes, faut pas s'enflammer. On a déjà vu des coureurs faire des très bons résultats au début de carrière. Boris c'est bien à qui je pense, et puis un petit peu s'éloigner. Mais voilà, je pense qu'ils ont quand même déjà prouvé au plus haut niveau qu'ils étaient très très forts. Non, c'est Ouais. certain, hein. J'avais Après, raison là-dessus. je pense que je voudrais quand même féliciter la Française des Jeux et Marc Madiot parce que c'est grâce à cette équipe de développement, grâce à cette formation, grâce au confort qu'ils donnent aux coureurs que l'on peut sortir des talents comme ça. Le seul point où je pourrais peut-être reprocher, c'est qu'ils ont signé des coureurs exceptionnels qui sortent de la catégorie espoir que pour 2 ans. Des Romain Grégoire, 2 ans, Lenny Martinez, 2 ans, et Laurence Pitty aussi, 2 ans. Et maintenant, c'est 3 coureurs qui sont peut-être dans les meilleurs du monde déjà. Allez, si on doit mettre le top 50 ou le top 100 mondial, ils y sont. Et même je suis large, je Ouais, pense. j'aurais. Je pense que même top 50, je suis presque sûr. Et maintenant, il va falloir payer ces coureurs-là d'un coup. Laurence Pitty, je peux vous dire que ça va être très cher pour les classiques flandriennes. Lenny Martinez, on parle de 2,5 millions sur la dernière année de contrat, donc un contrat de 3 ans en 6 millions, ce qui est énorme. Et Romain Grégoire, qui peut-être sera quand même le choix favorisé par Française des Jeux. Pour des montants, à mon avis, il va falloir les payer aussi. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, enfin, j'ai vu ça passer très vite et ça m'a fait un peu espérer pour l'avenir, mais est-ce que vous pensez que les équipes comme la FDJ Développement, Lotto, qu'on sait qu'ils sortent souvent des coureurs qui sont très bons chez les professionnels, Alpecin aussi, qui a une très bonne équipe développement, peuvent avoir des montants pour des coureurs qui sortent comme ça, avoir comme des genres de primes de formation ou des trucs comme ça. Ouais, alors tant qu'on n'aura pas de transfert dans le vélo, je pense pas, enfin des montants et des indemnités de transfert, j'y pense pas. Je pense que dès qu'on arrive en continental, c'est des coureurs professionnels, donc je pense pas que ce soit des vraiment, enfin, ça reste quand même la troisième division professionnelle continentale, qu'on soit payé ou pas. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir d'indemnité de formation pour ce genre d'équipe. Par contre, je pense vraiment que les équipes élites qui n'ont pas le statut continental devraient toucher quelque chose. Et c'est pour ça que chaque coureur professionnel doit toujours avoir une licence dans un club. Et ce club-là devrait toucher un petit quelque chose. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, ça va être très compliqué de mettre en place. Et toi, Nat, t'en penses quoi? Bah ouais, je suis d'accord avec Boris, surtout que ça pourrait être bénéficiable pour les clubs et tout ça. Maintenant, c'est dur à mettre en place, comme on en avait déjà parlé, avec des limitations de salaire, etc. Quand on parle d'argent, en général, il y a du sponsoring, il y a des contrats. Maintenant, évidemment que ça serait bien pour beaucoup de monde, pour les jeunes, etc. Mais difficile à mettre en place. Dernière news. Je voudrais juste dire que Laurence Pitty, on n'a pas dit, mais l'équipe qui est la plus proche de lui, de ce que j'ai entendu, c'est que c'était Bora, avec Red Bull, qui voulait aller chercher Ouais. Laurence Pitty. Maintenant, après, ça a confirmé. On est Ouais. beaucoup trop tôt dans l'année pour parler de ça, mais enfin, Ouais, voilà. tout à fait. Dernière news, on a vu que Tim Merlier allait sur le Giro. Giro qui sera sûrement orphelin de Wout van Aert, on ne le sait pas encore, mais à voir les plans, mais on pense qu'il ne sera pas là. Donc on va avoir quand même peut-être un Tim Merlier contre un Olaf Koy, éventuellement un coureur de chez Tudor, peut-être Arvid de Klein ou Danese. C'est déjà les premiers sprinteurs que l'on annonce. Ça annonce déjà un beau et Caleb Ewan aussi, un beau parterre de sprinteurs. Bah, au vu du début de saison même des dernières années, je pense que déjà annoncer Coy et Merlier sur un grand tour, ça annonce déjà une fameuse bataille entre les deux, avec, bah, comme tu l'as dit, pour arbitrer éventuellement d'autres sprinteurs. Mais c'est déjà le top niveau du sprint. Presque ils font partie, je pense, tous les deux des 5 ou des 10 meilleurs sprinteurs du monde. Je pense que je suis large quand je dis 10. Donc, ouais, non, ça annonce des beaux sprints sur le Giro, comme chaque année. Enfin, Et- si la, si ce que tu veux dire. Ouais, ici, on annonce déjà ici ces coureurs-là. Vu le parcours du Tour de France où sur la dernière semaine il va y avoir très peu de chances de sprint, vu qu'il va pas y avoir de Champs-Élysées cette année au Tour de France, est-ce que Philipsen ne ferait pas également le choix d'aller sur le Tour d'Italie?
Je pense que ça dépend pas que de lui, ça dépend aussi de l'équipe, de Frère Roodhoof et de quelle équipe ils veulent aligner. Maintenant que des victoires sur le Tour de France, Philipsen est également le meilleur ou un des meilleurs sprinteurs du monde. Et je pense que des victoires sur le Tour de France, même s'il en a peut-être un peu moins, gagné sur le Tour, je pense que c'est toujours spécial et que s'ils ont l'occasion de le faire, ils le feront. Maintenant, c'est sûr que les JO modifient, que ce soit pour le parcours du Tour, pour les programmes des coureurs et pour plein d'autres choses, modifient un petit peu la saison. Donc, à voir, pourquoi pas. Ouais. Bah, moi j'espère, s'il a la forme qu'il a actuellement pour le Giro, franchement, ça me donne un peu de l'espoir d'avoir des étapes qui se joueront au sprint, Mhm. mais dans des conditions, parce il y a beaucoup d'étapes avec un peu de montagne en début d'étape, un dernier mont, on va dire, à la fin, et après c'est sprint avec Mhm. les meilleurs grimpeurs des sprinters. Donc, Mhm. si lui il va là-bas, il pourra, à Et mon comme avis, tu dis, avec la gagner. forme qu'il a, on n'y pense pas, mais le Giro, c'est dans un mois. Ouais. Ouais, Donc, Ouais, parce que tu fais une petite coupure maintenant, même pas, moi. une moins petite d'un mois, 3 coupure semaines et demie. d'une semaine un peu plus relax, et t'es reparti. Enfin, je sais pas. Parce que je vois vraiment pas, avec le niveau actuel de Caden Grove, faire une compétition contre ces coureurs-là. Caden Grove n'est pas au niveau de l'année passée pour l'instant, en tout cas. Et puis le niveau sera un peu plus relevé. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Jonathan Milan aussi qui sera là. J'ai oublié, j'en ai pas parlé, mais ça fait quand même beaucoup. Bah les gars, on passe à nos top et nos flops. C'est Allons-y. parti. C'est parti pour notre top. Alors Hugo, quel est ton top? Bah, je pense que c'est évident. À mon avis, c'est parce que j'ai choisi en premier, sinon tout le monde l'aurait choisi. Mais Alpecin, parce que honnêtement, il n'y a pas que Van der Poel qui a été très fort ce week-end. Il y a un Philipsen, un Vermeersch, mais je ne m'attendais pas du tout à le voir de cette manière-là. Et toute l'équipe autour avec Rieselbeek, etc. Franchement, personnellement, moi je les mets dans mes tops. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ben moi c'est allez le trio de qui joue les points. Ben là, on est vraiment dans le top mondial. On fait 1, 2 et 6 de Paris-Roubaix. Ben je crois que enfin à part ma paye, j'ai jamais vu ça. Mais par contre, moi c'est vraiment le supporting staff, et dont Risbeek. Et si je devais en mettre un en particulier, c'est vraiment lui, parce que déjà au Tour des Flandres, il a fait après Sylvain Dillier, ben c'était lui qui a réussi à contrôler la période la plus difficile de la course, où justement il pouvait y avoir des anticipations. Ici, il a fait une grosse différence également dans les pavés, les premiers pavés et dans les bordures, parce qu'après chaque pavé, il a réussi à remettre du rythme. Vraiment chapeau. Alors tous les coureurs de cette équipe-là, ben, vraiment aucun point négatif. Comme tu dis, ils ont roulé sur la course sans presque aucune crevaison à part Riesebeek au final. Et vraiment, super course de leur part. Franchement, j'ai presque un sans faute. Et les frères Rodolphe sont encore en plus directeurs sportifs dans leur équipe. Bah, c'est vraiment du top au niveau de l'efficacité managériale. Ouais, non, c'est sûr. Une course magnifique. Enfin, ouais, non, masterclass collective de l'équipe Alpecin. Ouais, vraiment. Vermeersch, enfin moi tu parlais de Rizobek, c'était ton axe central, mais Vermeersch, moi il m'a impressionné, j'ai l'impression qu'il allait Timo jamais Kilic aussi. s'arrêter et qu'il allait toujours suivre. Il y a eu 10 attaques, sur les 10 attaques il était derrière comme s'il avait... le mec il faisait du 30-30 sur un Paris-Roubaix, quoi. 30 secondes à l'arrêt en repos, 30 secondes de sprint, 30 Bah, secondes à l'arrêt en repos. je pense qu'il aime bien les pavés, champion du monde gravel. Il aime bien un peu tout ce qui se rapproche un petit peu Ouais. pavé, Et les gravel, trajectoires qu'il prenait cyclocross. étaient aussi impressionnantes, hein. On parle de Van der Poel, etc., qui était Ouais. au-dessus, mais lui il était vraiment bon. On n'a que très peu parlé de Philipsen, mais il était peut-être avec Mats Pedersen, celui qui est le plus proche Ouais, j'avais du top l'impression que niveau. derrière, j'exagère un peu en disant ça parce que, évidemment, que les coureurs, surtout quand c'est comme ça, ils veulent gagner ou faire la course, mais on roulait presque pour la troisième place derrière. Et je pense pas exagérer en disant ça parce que Philipsen avait vraiment donné l'impression de se promener, mais un peu à l'image de l'autre Kopecky chez les femmes, quoi. J'aimerais bien savoir, toi, ton top. Non. Alors, moi, mon top, c'est Mick Hills de chez Intermarché Wanty, qui n'a que 20 ans, qui vient chercher une petite 10e place, certes après le déclassement de Mick Van Dijk, mais voilà, 20 ans, Wanty. Lorenz Rex, son leader, chute et abandonne malheureusement. Il est très très fort et je me réjouis de voir pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, arriver là à 20 ans,
quand tu viens pour rouler pour ton leader, finalement, tu arrives quand même à rebondir, faire 10e d'un monument comme Paris-Roubaix, avec aussi long, parce qu'il y a quand même la barrière des 200 km qui est largement dépassée. Pour un gars aussi jeune, respect, quoi. Ouais, bah, beau coureur, c'est sa course aussi. Je pense que chez Intermarché et Wanty, ils ont vraiment cette faculté à aller chercher des Flandriens. Dans toute la campagne flandrienne, il était un peu en retrait, mais pas loin non plus. Et là, il a prouvé. L'année passée, il était aussi dans les derniers parce qu'il était dans l'échappée l'année passée, je me souviens bien. Et c'est un des derniers à rester avec les tout meilleurs. Voilà, très beau coureur. J'espère qu'il va continuer et rester dans cette équipe-là parce que je pense que c'est en tout cas un bon coureur pour le futur. Et si je me souviens bien, faut vérifier, mais à Louvain, lors du championnat du monde, il a fait une très très belle course aussi chez les espoirs. Maintenant, je me souviens plus je sais bien qu'il fait top 10, mais combien exactement, je sais Bah, je pense que Wanty, maintenant, ils ont misé sur Girmay, mais derrière, ils ont quand même des beaux coureurs. On a Mikkels, du coup, on a Tunissen, Rex, Girmay. C'est quand même des coureurs qui sont pas vieux. Enfin, Tunissen, peut-être un peu plus que les autres. Mais, pas. Attention, hein, il a beaucoup. mais sinon, c'est des coureurs qui ont encore leur avenir devant eux. Et si tu peux garder un effectif déjà comme ça de base, si tu es épargné par les problèmes cette fois-ci, bah, peut-être que ça peut donner quelque chose sur les futures années. Ouais. Ah non, non, ça peut être top. Bah, et toi, Boris, ton top? Ben, moi, c'est le cours de Q35.6, hein, 36.5. 35.6 ou 36.5, 36.5. enfin, soit. Maleshki, parce donc il fait top 15 au Tour des Flandres, il fait 18e ici, à Paris-Roubaix. Non seulement, je trouve que c'est un coureur il y a quelques années, on se posait encore la question de s'il allait être dans le peloton ou pas encore. C'est un coureur qui s'est bien relevé. Il a prouvé que son équipe, finalement, méritait d'être là, parce que c'est une équipe invitée. On l'oublie souvent, mais c'était aux dépens de, par exemple, une équipe de Total Energy sur le Tour des Flandres. Je trouve qu'ils ont eu raison parce que c'est un coureur qui prouve. C'est une équipe qui n'a pas forcément beaucoup de coureurs pour ce genre de course, surtout avec l'absence de Frédéric Frison et la méforme de Tom de Vrient. Voilà, je pense que c'est un beau coureur. Il a senti la course et le fait d'avoir anticipé fait qu'il se retrouve là. Ouais, non, c'est sûr, c'est super bien pour l'équipe. C'est vrai qu'on voit depuis quelques années deux équipes suisses un peu naître et se développer, Tudor et Q36.5 se développer. C'est vrai que Tudor a un peu pris entre guillemets le dessus au niveau des recrutements, etc. Mais non, cette équipe-là qui est vraiment magnifique, qui ont quand même malgré tout une seule victoire, mais qui ont gagné avec Steimle quand même sur la campagne des classiques. Donc voilà, ils ont quand même Ouais. une victoire et une belle devant Cyril de Salle. Et donc non, je pense que l'équipe le mérite. Et lui aussi, parce que si je ne me trompe pas, c'est toi qui me l'as dit aux antennes tout à l'heure, mais il n'avait presque pas de contrat il y a 2-3 ans de ça, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc c'est vraiment un beau coureur. Et les gars, si vous êtes d'accord, on va passer maintenant peut-être à nos flops. C'est parti. Alors Hugo, continuons directement. Ton flop de cette semaine. Bah, j'ai commencé avec une équipe qui avait bien réussi son Paris-Roubaix. Je vais enchaîner avec une équipe qui l'a un peu moins bien fait. On va parler de Visma, The Bike. C'est vrai qu'il y avait les frères Van Dijk pour au final un peu sauver la course, mais au final, même ça, il est déclassé de son top 10. Il finit au-delà du coup de ce top 10. 14-15e, je Ouais, crois. enfin voilà. C'est un peu décevant pour une équipe qui, normalement, devrait viser un top 3 voire top 5 là, avec l'effectif qui est un peu plus faible. Ouais, la porte, ça va vraiment pas. Il a crevé en plus au mauvais moment, Pire puisque moment, ouais. dès le début, ça n'allait pas. Avec les Bordeaux. Chaque année, il crève. Chaque année sur Paris-Roubaix, c'est le même problème. Haguenès, qui était dans l'échappée matinale, n'a pas réussi. Je pense que, l'air de rien, il n'est pas au niveau où on l'espérait, mais c'est un peu normal avec toute la malchance qu'il a eue. Je suis pas totalement d'accord sur Haguenès parce que je trouve qu'il a fait la journée devant et il a été quand même là assez longtemps pour les frères Van Dijk un peu derrière. Donc certes, il pète, mais faut pas trop lui en demander trop Non, non plus au mais gamin. C'est vrai qu'on a mis beaucoup d'espoir en lui et c'est vraiment un gars de talent, mais moi c'est beaucoup plus sur Laporte et, Ouais, et peut-être même sur la sélection qui on s'est dit, c'est un peu surprenant. Laporte n'a pas fait une Flandrienne parce qu'il il était malade, il était pas là.
Finalement, on le remet directement sur Paris-Roubaix. Est-ce que c'est du bluff ou pas? Mais il fait quand même Euh, 23 au 24e, mais bon, enfin, il mhm, premier ou deuxième du groupe mhm, qui ouais. revient derrière, là, qui a été piégé dans les bordures. Maintenant, son meilleur résultat, c'est chez Cofidis, quoi, de Paris-Roubaix. Donc, ça montre qu'il n'a pas beaucoup de chance et que même quand il est Mhm. en forme, il n'est pas Ouais, au puis top même, sur cette ils course-là. ne mettent pas Jürgensen non plus. Maintenant, Ça, c'est voilà, c'est un vrai peu plus qu'il logique, il a d'autres c'est plus objectifs. logique avec il a fait Paris-Nice, mais bon, j'ai trouvé un peu la sélection surprenante. Même Olaf Maintenant, Koil, il n'était pas là. ils Non, et auraient, puis Van Baarle n'a même pas pris le départ, il était mhm, annoncé, ouais, c'est il ça. va signer la feuille, mais il ne part pas, enfin, c'est un Bah, peu c'est un triste. peu décevant en tout cas pour l'équipe, c'est un Paris-Roubaix, je pense à oublier. Même maintenant, on a vu quand même naître les frères Van Dijk tout au fur et à mesure de la saison. Et là, c'est quand même une confirmation qu'ils peuvent jouer un rôle phare dans la course Mhm. parce qu'ils ont quand même été là, certes pas dans le top 5, mais ils sont encore jeunes, Ouais, quoi. puis Ouais. on a vu pour l'équipe quand même que, on a parlé des chutes tout à l'heure, mais eux, tout s'écroule parce qu'ils perdent quand même en quelques jours Vingegaard et Van Aert. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent en dire autant, même si les chutes ont fait énormément de dégâts. Et c'est vrai qu'il y a le duo Remco-Landa qui sont tombés, mais c'est vrai qu'ils perdent quand même sur leurs deux terrains de prédilection les grands tours. Maintenant, ça ouvrira peut-être des portes. Voilà, peut-être Et qu'on verra un Kian Tobruk sur la j'allais Tour de dire, France, pourquoi et c'est pas. surtout la saison où tu perds un Roglic pendant l'intersaison, donc c'est un peu, t'as pas de carte pour remplacer Vingegaard C'est le plus. pour l'instant, ça c'est le plus, donc parce que Kian est sur un autre Ou, objectif. ou Van Aert ira vraiment sur le tour, Oui, mais enfin ça, voilà, c'est c'est un peu la question. difficile, soit. Ouais. Boris, ton flop? Moi, je voulais parler, c'est très bref, Skelmoz, qui était jusqu'au dernier jour en tête du classement général du Pays Basque, qui aurait peut-être pu être, avec le Tour de Suisse, sa plus belle victoire. Malheureusement, il va pas la chercher. C'est un peu triste, surtout que c'est sur la dernière étape, il y avait le boulevard devant lui, avec l'absence de Roglic, Landa, Vingegaard, Evenepoel, etc. Même Pidcock qui a pas pris le départ. Voilà, c'est un peu triste. Euh, Autre petite parenthèse maintenant que j'y pense, en parlant de l'équipe Ineos, aussi de la manière dont l'équipe, le cas Terling sur Paris-Roubaix. Donc voilà, moi je suis un double flop parce que Terling a été disqualifié alors qu'il était dans le premier groupe suite à une crevaison. Il est revenu avec un bison accroché un peu trop long. Voilà, ça c'est un peu triste, mais malgré tout, c'est un top flop parce que il était là, il avait senti la course et je pense que c'est la course qui lui convient le plus. Bah, je Voilà, pense c'est que juste ça a un... été le coureur qui s'est fait prendre, mais à mon avis, il n'était pas le seul, hein. Je pense que Non. on a vu juste les images, il n'a pas eu de Ouais, chance à ce moment-là. Mais quand on voit des De Genkolb crever, des Wellens crever, même Segart qui a fait je ne sais combien de temps derrière le groupe de tête, je pense que c'est pas le seul qui a dû céder de ce genre de choses. Mais Non. bon, il a été pris, il a Voilà, joué et malheureusement c'est il triste. a Ouais. perdu. mhm. Ouais, ben moi mon flop assez entre guillemets classique parce qu'on l'a déjà cité malheureusement une fois ou deux durant les quelques derniers Bidon Collé Show, mais Soudal Quickstep, ça ne va pas du tout. C'était leur dernière chance d'un peu se rattraper. On a vu Asgreen dans l'échappée qui se fait finalement reprendre assez vite parce que la course est tellement lancée de loin et qui finalement, ben, il a fait la journée devant, mais il ne paraissait pas transcendant. On a parlé à l'avant, je trouvais que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Liam Slox paraissait beaucoup plus impressionnant, et alors qu'il faisait quand même partie des deux trois noms les plus forts à l'avant, et puis à l'arrière, ben, on a vu personne. Moi, j'ai pas vu à Quickstep personnellement, même sur le bord de la route, dans le carrefour de l'Arbre, j'ai plus le souvenir d'avoir vu un Quickstep passer, tellement ils ont été transparents, quoi. Et Ouais. maintenant, ici, tu perds un Remco Evenepoel sur la chute. Est-ce que qui ne sera pas du coup sur Liège-Bastogne-Liège, ni la Flèche Wallonne, ni l'Amstel? Comment tu vas faire pour réagir? Et est-ce que ça va pas bousiller toute ta saison du coup? Ici, la saison, l'air de rien, une chance que Merlier est dominant au niveau du sprint et qu'il gagne quand même pas mal de victoires. Pour les Ardennaises, on va se retrouver avec peut-être Louis Vervaeke, peut-être Van Wilder en tant que leader. C'est pour Peut-être Landa, je Ouais, sais pas Landa s'il à s'est remis de sa voir. chute. Ouais, je sais je fais pas. pas remonter peut-être un peu. Maintenant, pour Vervaeke, c'est un peu l'opportunité de sa vie, puisque lui qui, même si c'est un coureur néerlandophone et flamand, a habité longtemps en Wallonie, surtout près du mur de Huy et près de la région utoise.
Il a quand même pas mal de supporters de la région. Ce serait chouette quand même d'avoir à Louis Vervac en tant que leader. Mais moi, je vois peut-être un top 10 pour cette équipe-là, mais pas beaucoup mieux sur les Ardennaises en tout cas. Ouais, bah, c'est ça que ça va être un peu décevant, je pense, sur le compte-rendu final de toutes les classiques, que ce soit ardennaise, flandrienne, toute la période du Mhm. printemps, on va dire. Comme on l'a dit pour Jumbo aussi, voilà, je pense que ce sera une période des classiques à oublier pour Patrick Lefebvre. Malheureusement, voilà, faudra retomber où ça? Ben, Remco est out pour combien de temps? On ne sait pas. Ils peuvent peut-être retomber sur un Giro, mais avec qui? Comment? Pour gagner des étapes ou pas? Petit Merlier sera là, donc ça peut faire énormément de bien sur ce Giro. Mais va falloir quand même Bah, retomber. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le mettent pour le Giro. L'équipe a besoin de regagner rapidement. Et c'est l'homme idéal, je pense, pour le faire. pour Visma, je me réjouis de voir quand même Jorgensen sur l'Amstel, parce qu'il va peut-être, et Atish Benoît qui revenait de stage ici au Tour des Flandres. Donc moi je me réjouis de voir un peu comment ça va être pour l'avenir. On en parlera Ouais. dans la préface de la course. Ben voilà, je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur les top et flop, Non, non? je pense qu'on peut Non? passer au débat. Ouais, mais avant ça, juste une petite chose. Alors, petite annonce, avant de passer au débat, dans les prochaines semaines, sur la chaîne de Bidon Collé, on va vous faire gagner 2 places VIP pour la course du circuit de Wallonie. Nous aurons donc 2 places VIP à l'arrivée. C'est une expérience unique que notre partenaire nous permet de partager avec vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est seulement en étant abonné que l'on pourra gagner le concours. Pour le reste, restez focus et on partagera le concours avec vous. Les gars, si vous êtes prêts, on passe au débat. C'est parti, on y va. Hein. Alors, sur les dernières semaines, sur les derniers monuments, les courses n'ont jamais été aussi rapides. Milan-San Remo, le plus rapide de l'histoire. La Cipressa, la plus rapide de l'histoire également. On a vu un Tour des Flandres très 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 rapide et un Paris-Roubaix, même chose. Les gars, où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que le niveau du vélo continue d'augmenter? Et pourquoi déjà est-ce qu'on a des vitesses comme ça? Ben, moi, je pense qu'il y a trois éléments. Ben, il y a déjà le matériel. Simplement, on est avec des vélos de plus en plus légers, de plus en plus aéros. Tout est millimétré. On connaît le parcours aussi par cœur avec tous les outils qu'on a. On prévient exactement de tout ce qui va se passer. Et les coureurs, je pense, la majorité des coureurs, même sur les courses entre guillemets de seconde zone, comme on en a parlé, le Tour du Pays Basque, ben, Jumbo avait reconnu certaines descentes alors que c'est entre guillemets qu'une course par étape d'une semaine. Et ben, après, ben, les courses se décantent beaucoup plus tôt. On a beaucoup de champions qui partent, il y a des attaques de très loin. Et je pense que le niveau global est tiré assez vers le haut. Et que derrière les trois quatre super fantastiques qu'on a, ben, je pense que les coureurs ont tous un niveau incroyable et que tous les équipiers peuvent gagner une étape, peuvent être une fois dans leur vie leader. Et je pense que ben, le niveau global de tous les coureurs est augmenté. Bah, tu parles d'attaques, etc. Très tôt, mais c'est même plus les attaques maintenant, c'est on essaye d'anticiper la course de plus en plus tôt. Donc même les échappées, quand on regarde, enfin même la tactique au début de course est différente d'avant. On parle de Milan-San Remo, on a vu les treks rouler très tôt. Enfin, ça arrive rarement dans un Milan-San Remo ce genre de choses. Le Tour des Flandres, on a vu Visma, enfin même une OX qui a commencé, mais Visma qui a appuyé à plus de 100 km de l'arrivée. Après, c'est parti directement pour les festivités. Et Roubaix, on a vu que ça a borduré dans toutes enfin, on va dire les 120 premiers kilomètres, ça a borduré, il ne restait plus que 30 coureurs. Donc, personnellement, moi, c'est surtout le fait de commencer une course tactique très tôt, que ça se joue sur mais aussi la technologie et tous les maillots qui sont en ventilation, etc. Ça joue aussi, bien sûr. Oui, bah, je suis d'accord avec vous. Bah, je parlais avec notre père qui a été coureur professionnel et à son époque, bah, les coureurs prenaient le temps dans le peloton. Il y avait une phase de formation d'échappée qui durait un certain temps. Puis par la suite, le peloton avait comme une pause, comme un break. Moi aussi, quand j'ai fait quelques courses chez enfin, dans la catégorie professionnelle, bah, ils ont très souvent une échappée est partie et puis on a du 30, 40 à l'heure. Et ça, j'ai pas reconnu ça sur ces dernières courses puisque on laisse plus de champ à des échappées.
On ne voit plus des échappées avec, peut-être sur les grands tours, mais sur les classiques, on voit plus jamais une échappée avec 6-7 minutes d'avance, puisqu'on contrôle beaucoup plus tôt. Et aussi, quand on voit l'échappée qu'il y a à Paris-Roubaix, on voit des coureurs, des Rasmus Stiller, des Kasper Asgreen et des Hagenes, c'est des coureurs qu'on ne peut pas laisser partir avec des longueurs et des longueurs. Et je pense que l'arrivée de Mathieu Van Der Poel et de Wout van Aert a changé beaucoup de choses parce que ça fait, quand ils étaient jeunes, ils étaient un peu fougueux et ils ont commencé à lancer des attaques très très tôt. Et ça a eu ça a eu une empreinte sur tout le peloton. Et aujourd'hui, oui, le matériel est meilleur. Oui, dans les virages, ils peuvent freiner plus tard avec les disques. C'est une bêtise, mais le fait de freiner plus tard fait que on gagne de la vitesse. C'est aussi la relance est beaucoup plus rigide avec des freins à disque aussi. Il y a des pneus qui sont plus larges, donc on peut prendre plus de risques dans les virages. Et puis, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que on a cette amélioration. Maintenant, on a eu aussi des conditions météorologiques avec un Paris-Roubaix vent d'eau. Il y en a déjà eu, mais là, c'était un gros vent d'eau. On a eu un Milan-San Remo très sec et un Milan-San Remo où on a eu aussi une très belle échappée où on n'a pas laissé partir. Il y a plein de choses qui font que Pogačar, pour gagner, est obligé de rouler très vite depuis le début. Voilà, on a des circonstances qui sont compréhensibles. Je pense pas qu'on va battre ces records-là d'année en année, même si on est quand même sur une tendance haute de la vitesse. Mais je pense pas que, par exemple, dans les prochaines années, on va d'office rebattre encore une fois Oui, et puis je pense que ça joue aussi du fait que, en fait, il n'y a plus d'attaque. En tout cas, évidemment, les kilomètres heure, la moyenne de la course est prise sur le vainqueur, évidemment. Et cette moyenne-là, en fait, il n'y a pas d'attaque dans les 50-60 km. Généralement, il y en a une ou deux où il y a un peu de la bagarre, mais peut-être qu'à l'époque, il y a plus de bagarres, ça se regardait. On prend Bonhomme Cancellara, ça se regardait plus loin. C'est du temps qui est perdu, il y a des attaques, on roule, il y a des phases. Là, certes, c'est un homme seul. Instinctivement, on se dit un homme seul roule quand même moins vite qu'un peloton ou quoi, mais c'est parce que peut-être qu'il y a moins d'attaques, il y a moins de mouvements de course, on se regarde moins parce que le mec est tout seul pendant 50, 60, 70 ou 80 km, et donc on roule à fond et c'est un chrono. En fait, le gars fait un chrono des 50 derniers kilomètres ou des 60 je suis derniers d'accord kilomètres. avec toi, mais j'ai aussi une petite part de moi qui est fan, j'ai envie de dire, qui espère que s'il y avait eu un Wout van Aert, peut-être qu'il y aurait eu un Van Der Poel qui aurait encore plus dépassé ses capacités pour essayer de rouler plus fort. Si Wout van Aert avait pu suivre à 15-20 secondes pendant 20 km, je pense Oui, que... maintenant c'est la gestion. Ah non, non, Là, je suis il d'accord a avec peut-être toi, essayé hein, de mais... gérer sur 60 km, et avec Valart, il aurait peut-être essayé de creuser. J'allais dire Mais plus c'est mon côté rapidement, ça me fan, semble difficile, c'est mon mais côté fan qui se dit qu'il aurait pu peut-être aller plus loin encore dans son effort, qui dit ça. Maintenant, c'est sûr que je pense qu'il a bien oui, géré et il maintenant, aurait pas moi, pu mon faire côté beaucoup fan mieux. me dit que Van Aert aurait tenu Ouais. sa roue et l'aurait battu au sprint. Maintenant, ça Ouais, c'est. c'est sûr. Mais maintenant, où je voulais aussi revenir, c'est qu'on tombe sur une génération où très peu de coureurs se regardent, en fait. Si on regarde même à Gand-Wevelgem, Mats Pedersen était sûr de lui, il a toujours collaboré avec Mathieu Van Der Poel. On a Wout van Aert et Mathieu, et quand Pogačar est là, ils roulent tout le temps à bloc. Ils sont jamais en train de se regarder, peut-être dans le dernier kilomètre et encore. Mais si on regarde vraiment, rarement, on a de l'hésitation, en Et fait. même sur Paris-Roubaix ici, un trek, enfin les treks, quand Vermeersch, Kung et Polit partent, à la limite, enfin si tu as vraiment envie de jouer la course à fond et de risquer de perdre pour pouvoir gagner, t'espères que, enfin tu roules pas et t'attends qu'il y ait une panique du côté d'Alpecin parce que Vermeersch était très fort, mais il partait pas 100% favori face à un Polit et un Kung, en tout cas à 100 km de l'arrivée. Ouais, en tout cas, moi, j'ai jamais trouvé le vélo aussi passionnant que maintenant. Peut-être un peu trop dominé par certains coureurs, mais sinon, le niveau global derrière, ces trois, quatre coureurs-là est extraordinaire et très équilibré. Et je trouve ça vraiment très, très chouette, en tout cas. Et je prends du plaisir à voir ce vélo-là. Je pense que l'avantage du vélo, c'est que c'est pas du tout une science exacte et que peut-être à contrario de la Formule 1 ou quand beaucoup de fans de Formule 1 pour le moment se disent oh, on sait qui va gagner, c'est peut-être mon côté fan aussi comme tu le disais, mais à chaque course je me dis oh j'espère que quelqu'un va arriver qui va avoir de la course et soit
je dis pas que j'ai préféré un coureur ou l'autre, mais je me dis, oh, j'espère qu'on va réussir à battre Van Der Poel ou à battre Pogacar ou leur mettre des bateaux dans les roues. Et c'est rarement le cas, mais je l'espère à chaque course et je pense que ça va continuer. Et tant qu'on pense ça et tant qu'on va sur les courses et que le fan de Kung va dire c'est Kung qui va gagner et que le fan de Van Aert va dire c'est Van Aert qui va gagner, bah, je pense que le vélo restera beau et le jour où on arrivera, comme la Formule 1, on dit on sait qui gagne, Là, ce sera là compliqué. ça posera problème, mais je pense que pour le moment, Bah, le vélo reste beau et j'espère qu'il y aura encore de belles ce bagarres. qu'on espère, c'est qu'il y aura plus de duels ou enfin, de bastons, j'ai envie de dire, entre certains coureurs comme Pogacar, Van Der Vingegaard, Poel, Van Aert sur un Tour des Flandres dans les futures années, ou d'autres coureurs comme Remco Evenepoel, Vingegaard, etc. Je pense que c'est des coureurs on aimerait bien voir plus de confrontation. Maintenant, c'est sûr que les courses se comptent sur les doigts d'une main, j'ai envie de dire, sur certains coureurs Ouais. au début de saison. Bah, tu parles de confrontation Van Der Poel-Pogacar, bah, ce sera peut-être pas pour la semaine prochaine, mais pour la semaine d'après. Et si vous voulez, on peut déjà préfacer l'Amstel. Cette semaine, ça commence les classiques ardennaises avec l'Amstel Gold Race. C'est aux Pays-Bas, donc c'est pas vraiment dans les Ardennes, mais c'est un beau petit Limbourg bien vallonné. Les gars, Amstel, course qui n'est pas un monument, mais qui reste quand même une course World Tour historique et assez importante. Pays du vélo aussi, hein, le Pays-Bas. Nous, on a déjà été s'entraîner quelques fois avec Noah. Il y a des vélos partout, partout, partout. Et c'est une passion aussi là-bas. Et on a des très bons, enfin, c'est des monts, on va dire, Très raide. Hein. ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas raide longtemps, mais c'est quelques dizaines des fois de mètres ou des fois des centaines qui font que ça fait mal aux pattes à la fin de la Ouais, course. des super belles routes. Je pense que c'est quand même important de le noter. Là, quand on va arriver à Liège-Bastogne-Liège, on dira un peu le contraire, mais des super belles routes avec ce qu'on appelle souvent le juge de paix. Maintenant, l'arrivée n'est plus au-dessus et quelques kilomètres après, mais c'est quand même le Cauberg qui est le juge de paix, le dernier juge de paix. Je pense que c'est à 2-3 kilomètres de l'arrivée maintenant, 2 Ouais, c'est kilomètres de ça. l'arrivée. C'est plutôt Euh, l'arrivée comme Philippe Gilbert oui, c'est a ça, été c'est champion du exactement la monde. même Ouais. arrivée quand Gilbert est champion du monde. Et le Koberg, ouais, c'est vrai que on dirait pas du tout à la TV comme ça. On dirait que c'est dur, mais et c'est très raide. En fait, c'est presque un mur en fait sauf que c'est assez large, une belle route et ça monte comme ça En jusqu'au fameux courbe. casino de Valkenburg. Et non, une course où il y a souvent quand même du mouvement parce que la course fait que, en tout cas, je remarque ça chaque année, que quand on reprend l'échappée un peu tôt, qu'on est prêt, il y a beaucoup de coureurs qui arrivent à partir parce que même si ce sont des belles routes et qu'on passe pas de grandes routes à petites routes comme dans les Flandriennes, c'est un peu plus dur à contrôler parce que c'est beaucoup des changements de direction, des virages. On fait tout le temps des tours en fait et c'est en ligne, mais c'est presque comme des circuits parce qu'on fait des tours, on repart plusieurs fois par certaines routes et en fait ben, ça n'arrête jamais de tourner. C'est très dur de contrôler cette course-là pour les équipes. En tout cas, bah, peut-être moins dur qu'une Flandrienne, on est bien d'accord, mais ça reste assez dur donc ce qui veut dire ça, qui veut dire assez ouvert et avec quand même une start list assez belle puisqu'il y a Mathieu Van Der Poel au Ouais. départ, annoncé en tout cas. Mais juste Euh, avant de passer sur la start list, en effet, c'est une course qui tourne beaucoup, etc. Et souvent aux Pays-Bas, ils ont du mal avec la circulation. Il y a souvent des voitures sur le parcours et ce genre de choses. On a souvent des dangers. Les Pays-Bas est un pays tout simplement de vélo. Donc tout est aménagé pour le vélo en tant que cyclo ou commuter, hein, donc personne qui roule avec des vélos de ville. Mais quand il y a une course, il y a beaucoup des îlots directionnels, il y a beaucoup de dangers, je vais dire. Donc on a quand même des fois quelques chutes aussi impressionnantes. Maintenant pour revenir sur la start list, ben oui, on a encore une équipe alpecin très forte avec un Mathieu Van Der Poel, avec en plus un Quinten Hermans qui a été très fort au Pays Basque. Euh, tu en parlais tout à l'heure, Craig Anderson, Axel Laurence, enfin vraiment des très bons coureurs. Hugo, est-ce qu'il y a d'autres coureurs que tu voudrais mettre peut-être en avant qui pourraient inquiéter Mathieu Van Der Poel? Ben, on a un Dylan Teuns qui est très fort. Je pense qu'on. on a Ben Illy aussi, je pense que c'est important de le Ouais, citer. Une Ouais, course comme j'y ça, elle pense. est il a fait une assez. belle course On l'année a passée. aussi Visma avec Jorgensen et Tige Benoît. J'en ai parlé juste avant, Ouais, mais personnellement, moi, Benoît, j'aimerais bien voir sa forme parce que, honnêtement, revenir de stage comme ça il y a 2 semaines, je pense qu'il doit être au top de sa forme. Et ouais, c'est quand même la course où on voit dans les start lists,
où c'est vraiment les Flandriens et les Ardennais qui se croisent, Ouais. notamment un Kung qui finit sa saison là. Donc ce sera quand même intéressant, enfin qui finit sa saison, qui finit ses classiques de printemps là-bas. Et je pense que Tim Wellens l'a fait, je sais pas si tu as la start list devant toi, mais en tout cas, Bah, Non, il y a il y est Ayuso en pas. tout cas, Non. qui est Ayuso, en Almeida, puissance là. Hirschi, Il est en Hirschi. forme. McNulty. On a un Skelmos aussi qui est très très fort, très Ouais. très en forme. Bon, il perd du temps sur la dernière étape, mais je pense que c'est encore différent sur une course d'un jour. Moi, j'ai une question Personnellement, pour vous avant que tu continues, mais à Thomas Pidcock, qui est aussi mi-flandrien, mi-ardennais, qui a eu une ça lui préparation un peu convient bien. perturbée avec tout simplement sa chute avant le Tour du Pays Basque. Est-ce que vous pensez qu'il peut créer la surprise et battre un Mathieu Van Der Poel, par exemple? Je pense que c'est une course qui lui correspond déjà mieux que Paris-Roubaix, car même Ouais. s'il importe les deux, ben, il fait quand même 55 kilos. Ah, Mathieu Van Der Poel en fait 75, donc sur les pavés, il n'y a rien à faire. 20 kilos de différence, c'est énorme. Et sur une course, c'est pas Liège-Bastogne, c'est pas la Flèche Wallonne, mais ça reste quand même une course où il y a un petit peu des montées, il y a du placement, on frotte, il y a quand même quelques descentes, notamment la descente avant Cauberg, qui est pas du tout sinueuse, mais le départ en bas, on dit souvent que c'est un peu comme un départ de cyclocross, tellement on vire fort et tout le monde de front, et c'est quand même assez impressionnant. Et avec quelque chose de raid, je pense que ça peut lui correspondre. Il a déjà prouvé, comme dans Bah, les années précédentes, c'est une course quand même qu'il affectionne, et il est quand même régulièrement aux avant-postes, donc il faudra compter avec lui. sur Roubaix, il m'a impressionné parce que son gabarit, il fait pas, enfin, il lui donne pas d'avantage sur ce genre de parcours, j'ai envie de dire. Sur les pavés, vous avez l'impression qu'il volait dans tous les sens et il arrivait quand même jusqu'à aller l'attaque de Van Der Poel. Eh ben, il était pour moi, meilleur de ce groupe-là. Il arrivait toujours à bien se placer. On sait enfin, sa capacité à se placer et à frotter, mais il fallait aussi avoir les jambes pour pouvoir rentrer dans le carrefour de l'arbre, enfin Mhm. non, c'est À trois la trouée rangs, ouais. d'Arambert, Ouais, juste Mhm. dans les, je pense qu'il tourne troisième. Donc c'est qui s'il tourne troisième, c'est qu'il a les jambes pour arriver là ouais, troisième. tout à fait. Donc personnellement, moi, je le vois mieux sur des efforts un peu plus, enfin, différents, Plus explosif plus aussi, hein, quand explosifs, c'est plus raide. et ça grimpe aussi. Les watts, il va pouvoir aller en développer avec Le sa rapport taille. poids-puissance Ouais, sera voilà, c'est plus ça. intéressant, évidemment, sur des Donc bosses. personnellement, moi, j'espère qu'il va faire de belles choses, et je me réjouis de voir ça. Est-ce que la chance belge ne se trouve pas chez Lotto? La plus grosse chance belge. Bah, en tout cas, il est en forme. Enfin, je suppose qu'on parle de Martin Van Gils, le ouais. même coureur, Van Gils. Malheureusement, ils ont perdu Van Edvelt, qui est toujours au problème, qui a des problèmes au genou. Maintenant, Van Gils, on a vu sûr qu'il marchait déjà au Stradé. Il marchait aussi ici Au dernièrement. Grand Prix du Rhin, ouais. Ouais, donc à voir s'il est toujours en forme, parce que là, ça fait quand même un sacré moment qu'il fait des courses. Et j'espère que c'est le cas. Et s'il est aussi fort qu'au Strade Bianche, je le vois bien faire un bon résultat en tout cas. Ouais, il sera entouré de Bergmos qui, encore Oui, une fois, aussi. continue à bien marcher. Et puis, un coureur qu'on a un peu moins vu cette saison, c'est Anders Kroon, qui est aussi un coureur qui a fait quatrième l'année passée. Donc, belle équipe de la part de Lotto. Question au niveau des Français, est-ce que vous il y a un Français que vous voyez peut-être au-dessus? Je sais que Cosnefroy a bien roulé ces derniers temps. Bah, chez AG2R, tu sais me dire, est-ce qu'il n'y a pas Godon qui fait? La G2R Godon, Lapera Godon qui aussi. fait, avec la ouais, la Perra qui Perra sont qui est en en forme. forme et qui passe bien les bosses, on l'a Bah, vu au Pays AG2R, Basque. vu leur forme et leur performance depuis le début de saison, il faut C'est toujours vrai s'en c'est méfier vrai qu'on les sur a pas chaque cités course. autour des Flandres, mais ils étaient peut-être pas dans les résultats, mais pour la présence, pour une équipe comme celle-là, on voit un Oliver Nassen qui Qui revit, sera présent? on voit beaucoup de coureurs qui sont très en forme, ça fait plaisir. Ouais, Ouais. et les chances d'un Romain Grégoire? Il est en forme, et c'est une course qui peut lui convenir, je pense, parce que c'est peut-être pas trop dur pour lui. Il a quand même prouvé qu'il savait passer les petites bosses, donc s'il arrive dans un groupe au sprint, faut évidemment s'en méfier d'Alex Grégoire. Bah, Ouais, moi, j'espère qu'il va faire un bon résultat et que pour les Français, en tout cas, qu'il va ouais, faire quelque chose. tout à fait. Bah alors les Oui. gars, allez, on va faire peut-être un podium ou même tout simplement non, allez, un vainqueur et une Une surprise. surprise. Bah, moi, mon vainqueur, du coup, ce sera Mathieu Van Der Poel. Je pense que il est trop en forme pour pouvoir. Et en plus, c'est une course un peu trop usante à mon goût pour que on puisse réussir à faire quelque chose. C'est difficile d'anticiper, en tout cas. Ouais, Et comme vainqueur surprise. Ouh là là, bah Yuzo, je pense qu'il va aller chercher bah, c'est pas surprise. Peut-être aller ouais. chercher plus surprise. Pou, pou, pou.
Thévenoud, c'est toujours pas surprise. Non, mais enfin voilà, après tu peux mettre un autre coureur qui va bien performer, allez, Bah, notre coureur, du coup, je reste sur pas Ayuso. Ayuso, ouais, Ouais. c'est les deux, j'ai pris les deux meilleurs en fait, je pense. Très casse, je vais prendre aussi aucun risque, même dans ma surprise, ce sera pas du tout une surprise. Enfin, dans la situation, peut-être que si, mais c'est sa course. Donc, je vais mettre Mathieu Van Der Poel en vainqueur, pas original du tout. Et en surprise, pas original non plus, mais je vais mettre Kato. Il vient du Pays Basque, il avait l'air en forme. J'ai vu que sur le réseau, il mettait bonne prépa. C'est sa course, donc c'est ma surprise, même si c'est pas Bah, vraiment pour une moi, c'est quand même surprise. plus une surprise que ce Ouais, que bah, Yann dit, C'est hein. pas une je m'y surprise. attends pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un coureur exceptionnel. Il a déjà gagné. Il est vraiment très fort sur ce genre de parcours. Et j'adore Kato. Et c'est aussi Ouais, c'est ça un aussi. coureur qui est très beau à vélo. Et ça a été un des plus beaux champions du monde les dernières années. Donc, Mhm. en tout cas, je te supporte dans ton choix. Ouais. Et À toi, toi, Brice? Maurice? Ben moi, je vais aller vraiment donc sur Mathieu Van Der Poel qui va gagner aussi, mais là, je vais aller vraiment sur une surprise, je pense, et je pense que ça va être un coureur de chez l'équipe EF, et c'est Marijn Vandenberg, parce que sur le tour sur lequel Ça, c'est il surpris. était très très fort sur les petites montées, et même Cosnefroy et autres dans sa roue étaient à chaque fois en difficulté. C'est pas un coureur grimpeur, c'est pas un coureur qui est capable de monter des côtes comme Liège-Bastogne-Liège, je pense. Mais en tout cas, sur un parcours moitié flandrienne, moitié ardennaise, je pense qu'il peut y aller. Et on l'a vu encore au Tour des Flandres, il était encore très très bien placé avec Bettiol. Allez, c'est ma petite surprise, c'est ma Bah, grosse Ouais. cote. je vais mettre une Belle grosse cote quand même surprise, belle alors, comme surprise. ça, et je vais rester dans la même équipe, mais Marc Hirschi, qui habite de ce côté-là aussi, à Maastricht, donc c'est pas loin. Hirschi, Ouais, il habite là-bas. c'est vrai, Ouais, il est suisse pourtant. mais je sais bien, mais il habite à Maastricht. Ah, je savais pas. Et du coup, on avait déjà roulé avec lui, et c'est Mhm. pour ça qu'il nous l'avait expliqué. Mais Mhm. du coup, c'est un peu sa région. On sait qu'il choisit ses objectifs aussi fort. C'est vrai qu'il n'est pas toujours en forme, mais sur un coup d'éclat, il peut faire un très très bon résultat. Ouais, c'est sûr. Bon, je vais pas encore remettre un pour un, mais la Perra, on l'a cité. Je pense que comme il est en forme, c'est vrai que j'avais pas tilté, mais la Perra, dans une dynamique positive comme ça, première vraie saison pro, 3 victoires dans une World Tour en quelques semaines. L'équipage des airs est en forme, est dans une bonne dynamique. Ils ont un maillot en plus magnifique. Tu Je trouves? l'ai vu en Ouais. vrai. Honnêtement, j'étais un peu sceptique au début. Eh ben, je change d'avis, je l'adore. En vrai, c'est magnifique. Donc voilà. Ben, Ben, je sais pas, je vous magnifique. Et propose qu'on passe peut-être passons à à la la flèche Flèche wallonne. Wallonne, Ouais. qui cette année, le parcours est un peu réduit parce qu'il y a des travaux pour la côte de Cherave notamment. Donc ils vont faire un tour en plus. Donc ils passent 4 fois le mur. Ah Les ouais. femmes vont le passer 3 fois. En fait, ben voilà, le circuit, ce sera uniquement le mur de Oui, Côte d'Eref. Et puis on va directement retourner au mur. Il remonte Euh, quand même, il redescend de la vallée du Youyou, il remonte, c'est ça? ils redescendent dans la vallée de Oyu et ils ne remontent pas. Ah ouais, ok. Ils vont directement au mur de Oui, donc un circuit un peu plus court qu'ils font 4 fois. Ouais, Moi, ça c'était là que sera. j'allais recouper souvent, donc du coup, je pense que je vais devoir choisir un autre endroit. Ben ouais, c'est vrai que. Mais bon, les voir 4 fois dans le mur, c'est bien aussi pour les Ouais. spectateurs. Maintenant, une fois le mur en plus, ça compte quand même, surtout dans des courses, on en parle depuis le début de la vidéo, où on anticipe de plus en plus. Ben voilà, si on anticipe de plus loin, ben ce sera un mur en plus, donc c'est quand même pas négligeable. On sait bien que il faut des secondes au pied, mais ça c'est une petite question que je vais vous poser avant qu'on commence vraiment sur la course. Vous croyez que ça peut changer énormément? Parce que c'est vrai que d'habitude on voyait souvent des coureurs attaquer dans Cherave, où c'est vrai qu'il y a quelques années Cherave avait été remplacé parce qu'il y avait déjà des travaux et ils faisaient la côte des Gueuses, mais qui était une parallèle, donc ça ne changeait pas grand-chose, c'était la même descente. Est-ce que ça peut, selon vous, changer, parce qu'il y avait souvent des coureurs qui attaquaient l'Ancherave qui s'étaient repris au mur ou dans le pied, que ce soit dans une vallée comme ça, peut-être un petit peu plus difficile à contrôler, des coureurs qui partent, ou justement ce sera encore plus facile de contrôler dans RF? Moi, je vais être très bref. Tant que le mur de oui sera à l'arrivée, ouais, on arrivera au sprint sur le Et mur de oui. puis, je trouve que la descente de la vallée, on la connaît tous Elle bien est courte ici. aussi, hein. Elle est très courte, mais ça favorise aussi les groupes Ouais. Et quand ils sont le long de la qui sont Meuse pour lancés, tu vois ce rentrer. que je veux dire? Des Et ils ne grands passent même plus le pelotons. long de la Meuse, hein. Ah ouais, 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 ok. C'est la vallée Ouais, du oui, voilà, c'est Hoyou ça. Ils et redescendent au Ouais. rond-point, ils remontent Ouais, bah alors directement. le peloton va prendre un effet de vitesse assez Maintenant, rapide. ouais, c'est ça. on peut tourner autrement la question, c'est pour pouvoir réussir à gagner à cette course-là, combien de temps il faut au pied? C'est ça surtout la Non, mais ça question. n'arrivera pas. Moi, je suis peut-être négatif, mais il faut tout miser sur le mur, point.
Ouais, bah après, c'est un peu la magie Ouais, de franchement, ce si t'as pas GC. 40 secondes au pied du Ah oui, mur, oui, 40 secondes, 40 je pense qu'il secondes, faut Même avoir une peut-être un minute, peu hein. ouais, plus mais parce ça que dépend qui, mais. oui, oui, c'est sûr, ça dépend qui. Maintenant, je pense que ceux qui savent le faire avec peut-être 30 secondes, on Mais les par contre, connaît. Ils s'appellent Pogacar, ils s'appellent la, peut-être d'autres coureurs, la mais différence aux autres années, c'est qu'on n'a pas du tout de leader vraiment de favori, j'ai envie de dire. Quand tu arrives sur la course, c'est le favori. Il faudra que des équipes se sacrifient, d'autres. Après, tout le monde va vouloir se sacrifier jusqu'au hmm, pied, quoi. on annonce Roglic quand même, je pense, À voir comment il a comme repris, mais. leader. Maintenant, peut-être que ça va être annulé, mais il a Est-ce que annoncé sur Pitcock Liège et fait? sur la Flèche. Ouais. Pitcock fait? Bah moi, on peut passer directement Allez, à vas-y, nos parce que je favoris, pense que c'est la course qui est le peut-être la plus plus ouverte. proche de chez nous. Ouais. On est vraiment pas loin. Je pense que moi, malheureusement, ce sera pas possible, mais vous serez sûrement sur Sur place. place. Il y a de Mais il y en a un fortes qui est chances. obligé, l'autre moins. Ouais, ouais, ouais. Moi, je Euh, travaille dessus, donc voilà. j'aurai pas le choix. Mais ouais, bah, qui sera vainqueur? Moi, je pense que il a déjà gagné, c'est Dylan Teuns, et je pense qu'il reviendra et il regagnera. Maintenant, si je dois encore peut-être aller chercher une surprise, ben, je prendrai un cours de chez Visma Lease a Bike et je mettrai Ben Tulette. Ah, vas-y. Ben, c'est vrai que ça ferait énormément plaisir de voir Dylan Teuns regagner. Dylan Teuns qui, je sais pas, dans le cyclisme actuel, nous a quand même fait en tant que Belge pas mal de sensations, que ce soit sur la Superforce Belfi ou sur la Flèche Wallonne ces dernières années, qui est pour moi un super beau coureur, qui roule vraiment du vélo à l'ancienne, qui qui aime bien se battre, qu'on voit à l'avant. Donc je vais mettre un Teuns aussi, je vais te copier. Et sinon, je pense que Roglic, s'il est remis, s'il le fait, je pense que s'il est à 100%, il est à 100%. Je pense pas que Boras permettrait de mettre Roglic et de un peu abîmer entre guillemets sa saison ou risquer allez, d'exagérer des plays qui n'ont pas lieu d'être. En tout cas sur cette course-là. Donc je pense que s'il est aligné sur les deux Ardennaises que sont Liège-Bastogne et la Flèche, il sera fort et il sera fort pour gagner. Et toi Hugo? Mon favori numéro un, et j'espère qu'il va gagner, c'est Van Gilt. Parce que ça, c'est un effort qui lui convient vraiment bien. J'espère que cette fois, il va être leader et qu'ils vont pas mettre deux leaders avec Ron comme ils l'ont fait l'année précédente, je pense. Qu'ils sont venus à deux et qu'ils font, je pense, Mhm. plus ou moins une place ou deux places d'écart, enfin, soit. Et comme deuxième coureur, bah, il y a un bon Tom Pitcock, mais j'ai envie de mettre Ayuso parce que j'espère qu'il va faire une grosse performance là aussi et qu'il va la jouer pour la gagne, quoi. Bah oui, bah voilà, je pense que c'est pour allez, la Flèche, c'est fini. Il va y encore avoir deux autres courses la semaine prochaine, le Tour du Doubs, qui est une course aussi un peu dure et qui a déjà eu bah, des belles surprises. Malheureusement, je n'ai pas allez, je sais pas qui pourrait gagner là-bas, j'ai pas la start list. Et puis il y a le Tour des Alpes. Là par contre, ça c'est une très très belle course, souvent préparatoire pour une partie des coureurs qui font Liège-Bastogne-Liège et qui n'ont pas envie d'aller À la sur Flèche. l'Amstel ou sur la Flèche. Et là, on a une start list avec des Guerin Thomas, un Ghana qui court là, on a un Tiberi chez Bahreïn, Ben O'Connor aussi chez AG2R. Connor. Chez IF, on a Archie Ryan, le coureur qui était chez Visma Mhm. Développement l'année Ouais. passée, qui performe vraiment bien. On a Dunbar qui revient aussi après sa chute. Enfin voilà, Romain Bardet, etc., Et quel etc. leader Visma sur la Visma course? n'y va pas, mais par contre on a Lidl Trek avec par exemple un Carlos Verona que tu mentionnais la fois passée, on a un Cataldo, on a Juan Pedro Lopez aussi qui est là. Franchement, c'est une belle course Très dur, qui va très 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 dur. dur. Et l'année passée, Kian Uitebook avait fait une très très belle course là-bas et ça avait lancé une partie de sa saison. Ouais. Ouais. Donc voilà, aussi dernière chose, un Andrew Auguste de chez Ineos qui a aussi 18 ans, qui a été le coureur le plus jeune à participer à Paris-Roubaix cette année et il a fini meilleur délai et donc il n'a pas pu passer sur le Vélodrome. C'est dommage pour un coureur de 18 ans qui a quand même Ouais. été jusqu'au bout. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais il y a des fois des coureurs qui font réouvrir le vélodrome. Ouais, C'était le cas, je pense, d'un coureur, de Bastitema. oui, et qui a fait réouvrir le vélo, enfin, qui a fait réouvrir, en tout cas, qui est plus hors délai, mais qui est quand même classé avec un temps. Donc, ça veut dire qu'il est passé sur la ligne, mais hors délai, quoi. C'est ça la Ouais, petite raison. tout à fait. En parlant de Bastitema, c'est la première course World Tour de TDT Unibet, ici à l'Amstel, chez eux. Ils ont une équipe qui ne sera peut-être pas là pour gagner, mais je pense qu'ils pourraient avoir un impact en étant dans l'échappée avec des coureurs comme Yel Johannick
ou Arthès de Vries qui a déjà gagné cette année. Bah les gars, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour cette semaine. Je pense qu'on a été complet, long et j'espère qu'on a été en tout cas allez, Intéressant. intéressant. Ça c'est le plus important. J'espère que tout le monde a bien aimé la vidéo et qu'on n'a pas été trop ennuyant. Voilà. Eh ben en tout cas, merci beaucoup les gars et à la Merci. semaine prochaine. À la semaine pro.